Se déroule une présentation de notre master ENEAD en sciences du langage. On va tout d'abord, je me présente, je m'appelle Florence Lefeuvre et je suis responsable de ce parcours en sciences du langage en master ENEAD. Et je vais laisser tout d'abord la parole à Jacqueline Laurence, la secrétaire pédagogique, puis ensuite Laura Berthetot, qui est représentante d'Icampus, et ensuite je reprendrai le flambeau. Donc, à Jacqueline. Oui, bonjour à tous et à toutes. Là, je vais vous faire une présentation déjà pour répondre à la personne qui doit partir incessamment sous peu. Donc, vous avez, semble-t-il, un problème au niveau des IA. Donc, tout ce qui concerne l'échelonnement de paiement pour les IA, ça concerne la scolarité. Moi, à mon niveau, je gère que la partie pédagogique. Après, si vous avez, je sais qu'il y a des étudiants aussi qui ont soutenu il n'y a pas très longtemps à ce niveau-là, en ce moment, et comme il y a des inscriptions pédagogiques du présentiel en fait. Donc là, il faudra déjà pour contacter le pôle études à notre niveau pour pouvoir rentrer votre note et ce n'est qu'à partir de ce moment que vous pourrez en fait avoir accès à votre inscription administrative en ligne. Donc pas avant. À ce niveau-là, je ne pourrais pas faire grand-chose puisque ça dépend de la scolarité. Là, je vous ai mis un petit peu les demandes qui sont traitées par la scolarité. Donc, par exemple, si vous avez fait il n'y a pas très longtemps votre inscription administrative, tout ce qui envoie des certificats de scolarité et des cartes étudiants, ça, ce sera la scolarité. La transmission des pièces justificatives pour compléter votre dossier administratif, en général, on vous les réclame aussi, avec le paiement des frais et les demandes de transfert dans une autre université. Donc, tout ça, ce sera géré par votre département de scolarité, en fait, et je vous ai mis l'adresse juste ici. Alors, concernant les frais pédagogiques. Donc là, initialement, c'était prévu à cette date, mais là, vous avez une information sur le site de l'université. Donc, je vais vous remettre la présentation, du coup. Pour pouvoir vous montrer le site, ce sera plus simple. J'en profite pour dire qu'il faudrait fermer vos caméras des étudiants, parce qu'on est en train d'enregistrer. Donc, voilà, merci. Alors, donc, j'en reviens en fait à... Vous avez notre page formation enseignement à distance. Voilà, donc sur notre page, vous avez toutes les informations qui concernent l'enseignement à distance, notamment avec les réunions de rentrée, où vous allez pouvoir, en cliquant dessus, trouver les dates des réunions de rentrée. Et plus tard, vous pourrez aussi visionner en fait cette même réunion. On vous mettra le lien dans la semaine. En fait, vous pourrez revisionner pour ceux qui n'ont pas pu assister ou qui n'ont pas pu rester pour suivre la réunion entière. Donc, vous aurez le lien à cette adresse. Après, nous avons des petits pictogrammes en fait qui vous expliquent ce qu'il faut faire quand vous vous inscrivez administrativement. Donc là, en l'occurrence, là, vous devez être dans les inscriptions pédagogiques. Donc, la page a été réactualisée hier. Donc, vous allez pouvoir trouver des informations, notamment sur le fait que, sachant que votre formation, elle est annualisée et qu'il y a des cours décyclés, donc il n'était pas possible de faire le paramétrage dans IP Web. Donc, du coup, vous allez faites votre inscription pédagogique et ici, vous pourrez cliquer ici et trouver votre fiche pédagogique pour faire le choix de vos cours pour cette année. Donc, après, vous avez, pour finaliser, il faudra consulter. Vous avez tout sur la petite page qui vous explique en fait la procédure pour les IP. Ça c'est fait. Donc après, je vais vous parler un petit peu de ce que fait le... Voilà. Donc toujours,
il faut rappeler que les inscriptions pédagogiques, vous avez accès à vos cours uniquement si votre IA est entièrement validée, c'est-à-dire avec le paiement, avec la transmission des pièces justificatives à la scolarité. Donc là, je vous ai montré la page d'accueil de l'INEAD et vos cours sont disponibles sous 24 heures sur eCampus, une fois que votre paiement est validé. Donc, quelques demandes traitées par le secrétariat. Donc, si vous constatez au moment où on vous envoie le lien de paiement que vous avez un cours manquant, donc à ce moment-là, vous contactez eCampus et vous nous mettez en copie du mail. En cours d'année, il arrive aussi que vous n'ayez pas connaissance de vos notes pour un devoir rendu. Donc, à ce moment-là, en priorité, vous contactez l'enseignant et ensuite vous mettez en copie. Et bien entendu, on édite aussi les relevés de notes uniquement après les délibérations du jury et sur demande. Et aussi les attestations, si vous avez besoin d'une attestation d'assiduité ou autre. Donc là, j'en ai fini avec ma présentation. Si vous avez des questions. C'était une question concernant le M2, Jacqueline. Oui, sur la question du M2, c'était, rappelez-moi la question. L'inscription pédagogique en M2, je crois que c'était ça. C'est sur la page de présentation, en fait, que j'ai montré. La fiche, elle sera disponible à cet endroit-là. Donc, la date, elle l'a réactualisée aussi. Donc, normalement, j'attends la validation des fiches. Elles sont disponibles. Elles pourront être mises en ligne en fin de journée, au plus tard demain. Après, je vois une question dans le chat concernant le mail du pôle études. Donc, après, c'est nous qui faisons la transmission par rapport aux notes à saisir au niveau du pôle études. Donc, il n'y a pas de mail direct. C'est le secrétariat et le pôle études qui nous on fait le relais à ce niveau-là. Donc, après, je sais qu'effectivement, il y a un souci du fait qu'il y ait les soutenances qui se passent au mois de septembre et a priori, justement, ça retarde un peu au niveau de l'IA, mais là, en fait, c'est les inscriptions pédagogiques du présentiel. Et là, en priorité, le pôle études s'occupe avant surtout de ça. Et après, la saisie des notes, de toute façon, quand on leur précise que c'est pour une inscription administrative, en fait, ils le font en priorité. Il y avait une demande d'éclaircissement, vous avez vu, Jacqueline, sur le type de paiement. Vous l'avez déjà dit, mais vous pouvez… Le paiement que vous dites, oui, moi je parle uniquement des frais pédagogiques. Après, vous avez les frais administratifs, mais ça c'est au niveau de la scolarité. Donc si votre IA est validé, ça c'est autre chose. J'ai Alexandre Arbolabide qui a levé la main. Je vous écoute. Ou c'est une erreur? Je ne sais pas. Oui, Alexandre Arbolabide. On voit que votre main est levée, mais c'est peut-être une erreur, effectivement. Alors, il y a une autre main de levée, Maïra Guzman, pardon. Oui, bonjour. Je voulais savoir si les frais pédagogiques s'appliquent aussi aux boursiers. Oui, donc en tant que boursier, vous êtes exonéré des frais administratifs, mais les frais pédagogiques sont à régler en fait. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, Bonjour. monsieur Arbolabide, oui. Oui, c'est moi. Vous parliez justement des inscriptions pédagogiques et il me semble logique, donc on doit d'abord s'inscrire administrativement. Tout à fait, oui. Cependant, hier, j'ai essayé de m'inscrire administrativement et il y a eu une erreur et maintenant, ça me dit que je suis inscrit et j'ai plus accès à mon inscription administrative, donc je suis un peu bloqué. Et je vous avoue que c'est la première fois que je m'inscris à l'Université Paris-Sorbonne et je suis un peu perdu sur le… Vous avez adressé un mail à ce sujet au secrétariat? Oui, et ma réponse a été qu'il
pouvaient pas faire grand-chose à l'heure actuelle parce que les inscriptions via Internet étaient favorisées et que je devais contacter maintenant l'UFR. Et donc, je pense que c'est vous. Alors, pour les frais administratifs, comme je le précisais, en fait, nous, on s'occupe que des frais pédagogiques. Donc, l'UFR, c'est l'UFR LLD qu'il faut contacter. Voilà. Après, moi, je vais regarder sur votre dossier quand même après la réunion, voir s'il y a quelque chose de noté au niveau de votre IA et je vous réponds par mail. Super, merci beaucoup. Mais je vous en prie. Il y avait une question Oui. concernant les frais, le montant des frais. 306 €, quelqu'un d'autre a répondu. Voilà, donc c'est bien ça. Et sur la petite page que je vous ai montrée en début, vous avez un petit pictogramme frais pédagogiques avec le tableau de tous les frais ENEAD par formation. Après, j'ai Madame Nyok Fong. On vous écoute. Bonjour madame. Hier j'ai déjà payé l'inscription et j'ai reçu un papier à la fin de l'inscription. Et alors ça, c'est votre demande de réinscription à la prise en compte. Mais alors, quand j'ai vu sa demande de déposer pièces justificatives, mais quand j'ai cliqué sur quelque chose, alors ça, on dit que, alors, c'est-à-dire aucune pièce. Alors, est-ce que ça t'est déjà fait? Alors là-dessus, je ne pourrais pas vous le répondre puisque, comme je vous disais, moi, je règle que les problèmes de frais pédagogiques. Là, il faudra recontacter l'UFR LLD. Donc, c'est eux qui pourront vous dire si effectivement ce que vous avez déposé ou vous n'avez pas réussi à déposer. Il faudra voir avec eux en fait pour qu'ils fassent une manipulation éventuellement. Oui, mais sur le papier, alors ça, c'est enregistré. Alors, nous avons enregistré votre paiement. Alors, ça, oui, après, ça, c'est le mail automatique, effectivement, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas déposer les pièces. Ça vient en plus. Donc, si on vous réclame les pièces, c'est que vous devez les déposer pour que le dossier, pour que l'IA soit entièrement validé. Mais je ne peux pas manipuler pour ça. Alors, ça, c'est-à-dire aucun bouton oui, c'est pour cliquer. C'est pour ça que je vous demande de recontacter l'UFR LLD. Ouais. Parce qu'il n'y a qu'eux qui pourront débloquer en fait votre dossier par rapport à ça. Moi, je n'ai pas la main en fait sur les inscriptions administratives. Oui, c'est à qui on peut adresser exactement dans les mails. Alors, je vous le mets dans le chat. C'est pour ça, je ne sais pas que c'est déjà fait ou non. Voilà, donc je vous ai mis l'adresse de la scolarité dont vous dépendez. Oui. Après, j'ai Tiffaine D, je pense. Bonjour, Bonjour. c'était pour savoir s'il y avait une date finale en fait pour les inscriptions, une sorte de deadline en fait où on peut vraiment juste s'inscrire tant que. Parce qu'en fait j'ai mon inscription administrative qui a eu un Alors, vous problème. parlez de l'administrative ou de Non, de la l'institution pédagogique en fait. Oui, de la Donc, c'est pédagogie. pareil, on a mis la date sur le calendrier des IP sur notre page, c'est jusqu'au 30 octobre. D'accord, ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Donc, après, on a Esther Kay. C'est ça ? On va passer à la salle d'après. Voilà, donc Camille Olivier, on vous écoute. Oui, bonjour. Je Bonjour. me permets de vous demander, je pense que vous l'avez dit tout à l'heure, mais j'ai pas tout suivi. Par rapport aux frais pédagogiques, pour les retrouver sur le site, c'est déjà actualisé du coup Oui, c'est formation, enseignement à distance et vous avez le petit pictogramme frais pédagogiques. D'accord, parce que c'est pareil, je sais pas non plus. Je sais que j'ai réglé 2 choses, mais je sais pas du tout ce que c'était. Donc, je regarderai aussi sur mon dossier. Merci beaucoup. Je vous en prie.
Alors, concernant le lien de paiement, en fait, pour les frais pédagogiques, donc là, en ce moment, on est en train de régulariser les inscriptions pédagogiques qui ont été faites via IP Web. Donc, courant de la semaine, vous recevrez le lien de paiement. Si toutefois, vous ne souhaitez pas régler par carte bancaire en ligne, vous nous recontactez qu'on vous envoie le RIB de l'université pour effectuer un virement. Donc, vous avez juste 2 moyens de paiement, c'est carte bancaire en ligne ou alors par virement. Je peux demander une question? Vous disiez mon nom, mais c'est mon nom, c'est pas mon vrai nom, c'est Karine Yachke. Ah oui, ben, je vous écoute. Je peux vous demander? Oui, je vous écoute. Ben, j'ai envoyé plusieurs emails. Je me suis échouée au premier obstacle d'inscription. Et si je comprends bien, il faudra que je contacte l'UFR RLD pour des questions techniques avec le site d'inscription. Et par exemple, le fait que j'ai passé mon baccalauréat il y a 30 ans, plus de 30 ans, et je n'ai pas les numéros qu'il faut pour soumettre dans le système. Sur la plateforme. C'est pas vous Donc, qui vous en occupez, si j'entends. Non, c'est l'UFR, oui, c'est ça. Ok, il faudra que, parce que personne ne m'a répondu de là, je vais essayer le email que vous donniez dans le chat. C'est ça? C'est ça, oui. Oui, c'est bien ça, oui. Ok. Et des questions concernant le déroulement du cours en soi-même, avec les horaires, etc. Est-ce que vous allez en parler ou je peux demander maintenant? Parce que je serais intéressée de savoir s'il faudrait que je sois dans une place précise, à un temps précis, parce que j'enseigne dans une école. Oui, on va en parler plus tard. Alors, merci beaucoup. Ok, merci. Je vous en prie. Je réponds à la question pour le paiement par Western Union. Dans le doute, il faut que je vois auprès de l'agence comptable. Parce que pour moi, c'est un virement, mais je ne suis pas sûre, en fait. Faut me recontacter. Enfin, au moment où vous recevrez le lien de paiement, à ce moment-là, vous nous recontactez par mail en précisant que vous souhaitez régler par ce mode de paiement et ensuite je verrai avec l'agence comptable. Ce qui concerne… Oui. S'il n'y a pas d'autres questions sur la partie pédagogique, je passe le relais. D'accord. Donc, Laura? Ouais, du coup, c'est à moi. Alors, je vais partager mon écran. Voilà, donc là, normalement, vous devez voir le PowerPoint. Donc, tout d'abord, je me présente. Donc, moi, je suis Laura Bertetto. Je travaille à l'ENEAD et sur toute la partie qui concerne eCampus. Et eCampus, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est la plateforme d'enseignement sur laquelle vous allez trouver vos cours. Donc, ça répond en partie à une question qui a été posée tout à l'heure sur est-ce qu'il faudrait être présent à des horaires précis, etc. Normalement, non, puisque tous les cours vont se faire de manière, comme on dit, asynchrone, où ils vous seront déposés sur la plateforme. Et ensuite, vous les consultez quand vous pouvez, quand vous avez le temps. Et voilà, les seules vraies deadlines que vous aurez, c'est les remises de devoirs. Donc, je vais vous parler d'eCampus sur 3 points, même si Jacqueline en a déjà évoqué certains. Donc, d'abord, c'est eCampus dans l'environnement administratif. Qu'est-ce qui fait que vous avez accès à eCampus et qu'est-ce qui fait que vous avez accès à vos espaces de cours? Ensuite, voilà, comment on démarre sur eCampus, comment on y accède, etc. Et pour terminer, on vous fera une petite présentation des outils que vous allez retrouver le plus souvent sur la plateforme dans les différents espaces de cours. Donc, pour avoir accès à eCampus, il faut que votre inscription administrative soit faite et que vous ayez activé votre compte. Et pour avoir accès aux espaces de cours,
Donc, vous allez, après votre IA, vous avez uniquement accès à la plateforme. Mais pour ensuite avoir accès aux espaces de cours, il faut que votre inscription pédagogique soit finalisée et que le paiement de vos frais pédagogiques soit validé par le secrétariat, comme l'expliquait Jacqueline tout à l'heure. Donc, pour les personnes qui ne l'auraient pas encore fait, du coup, une fois que vous avez fait votre IA, vous recevez votre numéro étudiant et votre carte d'étudiant. Et c'est grâce à ce numéro étudiant que vous pouvez activer votre compte Sorbonne Nouvelle. Donc, on vous a mis le lien, c'est activation.unif-paris3.fr. Et une fois que vous avez activé votre compte Sorbonne Nouvelle, il faut que vous attendiez un petit délai de maximum 48 heures pour accéder à l'ensemble des services de l'université, des services numériques. Donc, il s'agit de e-Sorbonne, par exemple, e-Campus, le mail institutionnel, etc. Il faut attendre un délai parce qu'en fait, on a un script de synchronisation qui tourne toutes les nuits. Donc, si vous activez votre compte aujourd'hui, c'est à partir de demain que vous aurez accès à eCampus. Donc voilà, ça c'est quand vous activez votre compte, c'est l'écran et le site sur lequel vous arrivez. Donc, vous cliquez sur activer votre compte. Vous êtes étudiant et ensuite, on vous demandera de remplir votre numéro étudiant et votre date de naissance. Il vous sera communiqué un mot de passe temporaire que vous pouvez changer ou peut-être que vous pouvez le changer tout de suite, je ne sais plus parce que la procédure a changé. Mais voilà, et cet identifiant et ce mot de passe, c'est les identifiants dont vous aurez besoin pour vous connecter à tous les services de l'université. Donc, une fois que vous avez activé votre compte, vous avez accès, ça vous ouvre l'accès à eSorbonne, qui est votre environnement numérique de travail. Et c'est le portail d'accès à tous les services numériques de l'université. Donc, ça peut être votre inscription pédagogique, donc l'accès à vos relevés de notes, par exemple, l'accès à votre inscription pédagogique. Si vous étiez en présentiel, ce serait l'accès à votre emploi du temps, etc. Et c'est aussi le portail d'accès pour votre messagerie institutionnelle et pour eCampus. Donc, en fait, quand vous activez votre compte, ce n'est pas le compte eCampus que vous activez, c'est le compte Sorbonne Nouvelle et l'accès à eSorbonne. Et donc, vous trouverez l'accès à eCampus et qui vous permettra, donc, vous pourrez comparer, c'est votre inscription pédagogique et les espaces de cours auxquels vous avez accès, qui normalement correspondent. Sachez que certains enseignants saisissent des notes dans eCampus, mais que les notes officielles sont à consulter depuis eSorbonne via votre onglet étudiant et votre onglet dossier pédagogique. Donc voilà, c'est le petit récapitulatif. Donc, il faut que vous ayez fait votre IA, activé votre compte Sorbonne Nouvelle, que vous ayez ensuite effectué l'inscription pédagogique, que vous ayez réglé les frais pédagogiques et une fois le paiement validé, vous aurez accès aux espaces de cours sur eCampus. Tant que votre paiement n'aura pas été effectué et validé, vous n'aurez accès à rien. Vraiment, la condition d'accès aux cours, c'est le paiement. Donc là, on vous propose ces quelques contacts à connaître selon les problèmes que vous pouvez rencontrer. Donc, si par exemple, vous avez des problèmes dans votre IA ou que vous avez activé votre compte, alors bon, pour les problèmes d'IA, comme disait Jacqueline, c'est mieux de contacter l'UFR-LLD. Mais si après avoir activé votre compte, vous n'arrivez pas à accéder à eSorbonne ou vous n'arrivez pas à accéder à eCampus, etc., dans ces cas-là, le contact à privilégier, c'est support. support@sorbonne-nouvelle.fr et eux, ensuite, ils sauront rediriger votre mail au service concerné qui pourra vous dépanner. Si jamais votre inscription, vous avez tout fait correctement, que vous avez réglé les frais pédagogiques, on vous a indiqué que le paiement avait été validé, etc., mais vous ne comprenez pas, vous avez attendu 24-48 heures et vous n'avez toujours aucun espace de cours sur eCampus, ou vous trouvez des cours auxquels vous n'êtes pas censé avoir accès, ou il en manque, à l'inverse. Dans ces cas-là, ce qu'on vous propose, c'est de vérifier votre inscription pédagogique pour voir ce qui concorde et ce qui ne concorde pas. Et dans ces cas-là, les contacts privilégiés, ce sera le secrétariat, donc ead-sdl-master@sorbonne-nouvelle.fr et vous pouvez éventuellement nous mettre, nous, eCampus, en copie
pour qu'on vérifie de notre côté si c'est pas nous, si c'est pas de notre côté qu'il y a un problème. Et si jamais vous avez un problème directement sur la plateforme, par exemple, vous n'arrivez pas à déposer un devoir, ou vous n'arrivez pas à télécharger un document, enfin, ou quelque chose, là, dans ces cas-là, vous pouvez écrire à votre enseignant. Et pareil, vous nous mettez, nous, ecampus@sorbonne-nouvelle.fr, et puis vous nous mettez en copie. Et puis pareil, on regardera ce qui va pas. Alors, je vois bien que vous écrivez dans le chat, mais comme je partage mon écran, je ne peux pas voir exactement ce que vous écrivez, donc je reprendrai toutes vos questions à la fin. Bon, voilà, ça c'est à peu près à quoi ressemble une IP quand vous irez voir, si jamais vous voulez vérifier que tous les cours auxquels vous êtes inscrits apparaissent bien. Alors, quelques conseils pour la rédaction de vos mails afin qu'on puisse y répondre le mieux et puis pour minimiser au maximum les échanges qu'il pourrait y avoir. C'est être assez précis dans votre demande, de nous préciser votre nom, votre prénom, votre numéro étudiant et éventuellement la formation dans laquelle vous êtes. Et si vous avez un problème dans un cours, c'est de nous préciser le code UE du cours. On sait que pour les étudiants, le code UE, c'est un langage un peu opaque et tout, mais nous, c'est vraiment comme ça qu'on arrive à retrouver un cours très facilement. Et du coup, plus vous serez précis dans votre demande et plus ce sera simple. Et je pense notamment, c'est si par exemple vous n'avez pas, vous écrivez, vous n'avez pas fait attention, vous écrivez de votre adresse mail personnelle. Parfois, les gens n'ont pas forcément leur nom complet dans leurs adresses mail et donc c'est un peu difficile de vous retrouver. Une fois votre compte activé, ce qu'on vous conseille, c'est d'utiliser toujours votre adresse institutionnelle, ce qui fait que pour le coup, on a votre identité et même si vous ne nous précisez pas votre numéro étudiant, on peut vous retrouver et on peut résoudre votre problème juste avec votre nom. Et c'est vrai que c'est l'adresse mail à utiliser en priorité, enfin principalement parce que il se peut que parfois on ne sait pas pourquoi, mais il y a certains domaines où on ne sait pas pourquoi, mais les mails arrivent dans les spams et on ne les voit pas tout le temps. Alors que les adresses mails sans bonne nouvelle, on les reçoit, il n'y a pas de souci. Ce qu'on vous conseille aussi, c'est de ne pas envoyer la même question à plusieurs personnes dans des mails séparés, mais plutôt de mettre toutes les personnes concernées en copie. Comme ça, nous aussi, on peut s'arranger entre nous pour vous répondre et pour voir quelle personne est la plus à même de vous répondre et là où se situe le problème. Et on vous demande, notamment en période de rentrée, d'attendre un délai au moins de 48 heures pour nous relancer si vous n'avez pas de réponse. On essaie vraiment de répondre au plus vite, mais en période de rentrée, il y a beaucoup de questions et du coup, c'est pas toujours évident de répondre dans la journée. Alors, le démarrage sur eCampus. Donc, une fois que vous aurez activé votre compte et que vous allez vous connecter à eCampus, vous arriverez sur cette page d'accueil. Voilà, donc il vous propose d'accéder à vos cours, à des tutoriels, à votre profil, etc. Et vous avez notamment cette barre supérieure en haut, où vous avez le menu Mes cours qui vous permet d'accéder à tous les cours auxquels vous êtes inscrits. Vous les verrez tous apparaître comme ça. Et ils sont, je crois, par ordre alphabétique. Donc, tous les cours sont libellés de la même manière. Vous avez l'année universitaire concernée, qui est 2021/2022. Ensuite, vous avez eu le code UE de l'enseignement. Et ensuite, vous avez l'intitulé de l'enseignement. Donc voilà, donc si jamais, encore une fois, si vous avez besoin de modifier votre IP, d'ajouter ou de supprimer un cours, c'est le secrétariat qu'il faut contacter, parce que comme nous, on est synchronisé avec le logiciel d'inscription pédagogique, tant que la modification n'est pas faite sur ce logiciel, nous, on ne peut pas la faire directement sur eCampus. Donc les espaces 2021-2022 du premier semestre uniquement seront ouverts aux étudiants à partir du 20 septembre, mais tous les cours seront en ligne à partir du 27. Et les espaces du deuxième semestre seront ouverts en janvier. J'ai oublié la date, mais en janvier, le jour du deuxième semestre. Donc même si l'inscription est annualisée, nous, on ouvre les cours par semestre. Et pour les personnes qui étaient là l'année dernière,
Les espaces 2020-2021 du premier et du second semestre seront fermés jeudi, là, le 16 septembre, jeudi soir. Donc, si vous avez des documents à récupérer, des dernières choses à relire, etc., c'est maintenant qu'il faut le faire. Et parce que vous n'y aurez plus accès ensuite tout au long de l'année. Et un dernier espace qu'on vous conseille de consulter, parce qu'on a mis plein de choses et plein de détails sur la plateforme et sur l'université, etc., c'est l'espace tutoriel. Et donc, le lien vers l'espace tutoriel, vous le trouverez à côté du lien Mes cours. Vous avez tutoriel e-campus. En dessous, vous avez étudiant ou enseignant. Vous cliquez sur étudiant et ensuite, vous aurez juste à cliquer sur m'inscrire. Et vous accéderez au tutoriel. Et on vous propose, en plus de tutoriels sur eCampus, vraiment, on vous donne un petit aperçu des choses qui sont proposées à l'université pour vous accompagner pendant votre année, des liens vers des vidéos sur comment créer un planning de révision pour ces examens, etc. etc. Donc, n'hésitez pas à aller les consulter. Ça pourra toujours vous aider. Donc maintenant, je vais vous montrer, c'est les outils les plus courants que vous allez trouver sur eCampus et je vais commencer par les outils de communication. Donc dans tous les espaces de cours, vous allez trouver au moins 2 types d'outils de communication. Il y en a un premier qui s'appelle Annonce, qui en général est tout en haut de l'espace et qui est donc écrit en orange, et les forums. Donc, la différence entre les deux, c'est que les annonces, vous, en tant qu'étudiant, vous ne pouvez pas écrire dans les annonces. C'est vraiment un outil qui est réservé à l'enseignant pour vous communiquer des informations. Donc, ça peut être un rappel d'un rendu de devoir, le rappel d'un texte à lire. Souvent, les enseignants font des messages de bienvenue en début d'année, etc. Donc, c'est vraiment tous les messages que l'enseignant va destiner aux étudiants, mais plus d'un point de vue organisationnel. À chaque fois qu'un enseignant va écrire une annonce, vous recevrez une notification par mail. Donc, vous aurez un mail à chaque fois qui vous dit voilà, l'enseignant X dans le cours X a écrit tel message. Ensuite, vous avez les forums. Les forums, contrairement aux annonces, vous pouvez écrire dedans. Donc, souvent, les forums ont un but davantage pédagogique. C'est-à-dire que vous pouvez poser des questions aux enseignants si vous n'avez pas compris un point du cours, et l'enseignant peut vous répondre. Et de la même manière que les annonces, à chaque fois qu'un message est inscrit dans un forum, vous recevez une notification par mail, ce qui vous évite en général d'aller revérifier les forums régulièrement pour voir s'il y a des nouveaux messages. Vous les recevez par mail. Et d'ailleurs, quand vous arriverez dans un espace de cours, s'il y a des messages que vous n'avez pas lus, alors là, ça ne se voit pas sur ma capture d'écran, mais à côté de forums ou d'annonces, vous verrez écrit entre parenthèses X messages non lus, ce qui vous permettra de savoir s'il y a des messages que vous avez ratés. On vous conseille d'utiliser les forums plus que les mails, parce qu'en général, on s'est rendu compte que si un étudiant ou une étudiante se pose une question, il ou elle n'est pas la seule. Donc, le fait de poser votre question sur le forum permettra à l'enseignant de répondre à tout le monde, plutôt que de chacun envoyer un mail et où l'enseignant ou l'enseignante répond individuellement à la même question. Si jamais trop de forums tue le forum et que les notifications par mail, vous n'en pouvez plus et que vous préférez gérer espace de cours par espace de cours, vous avez la possibilité, quand vous arrivez sur eCampus, vous avez en haut à droite votre nom et quand vous cliquez dessus, vous avez un menu qui défile. Et vous avez notamment le menu préférences qui vous permet de paramétrer et de personnaliser les types de notifications que vous allez recevoir. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour pour tout paramétrer à votre convenance. Après les outils de communication, là, il y a les activités et ressources pédagogiques. Souvent, ça concerne vraiment le cours en tant que tel. Donc, on vous a fait une liste non exhaustive des outils que vous allez le plus retrouver dans les espaces de cours. Donc, d'abord, le classique avec les fichiers, donc que ce soit un fichier PDF ou un fichier Word. Vous aurez également des dossiers dans lesquels se trouveront des fichiers. Vous avez aussi souvent, on vous donne accès à des sites, à des ressources extérieures à la plateforme, et dans ce cas-là, ce sera via une URL. Parfois, les enseignants préfèrent rédiger des pages web plutôt que de déposer des fichiers.
Donc, souvent, le fichier, vous pouvez le télécharger sur votre ordinateur, ce qui vous permet éventuellement de le consulter hors ligne si vous n'avez pas Internet. Là, pour la page web, il faut ou de l'imprimer si vous voulez lire sur papier, ce qui est possible. En revanche, la page web, vous pouvez pas l'imprimer et vous êtes obligé d'être connecté à eCampus pour la lire. Et alors, je ne sais pas si c'est le cas, je ne sais plus si c'est le cas dans le master de sciences du langage, mais parfois, il y a des enseignants qui créent des oraux, enfin qui organisent des oraux. Donc, par exemple, vous faites un dossier et puis après, il y a un oral pour parler de ce dossier, etc. Et souvent, ils vont utiliser cet outil qui s'appelle Rendez-vous et qui vous permet de vous inscrire directement sur eCampus à un planning. Donc, les jours et les créneaux vous seront proposés et vous n'aurez qu'à cliquer pour sélectionner celui qui vous convient le mieux. Par contre, c'est premier arrivé, premier servi. Donc, si un enseignant met ça en place et que vous n'avez pas beaucoup de créneaux disponibles, essayez de vous inscrire rapidement pour ne pas vous faire piquer les créneaux qui vous arrangent. Et pour finir, les outils d'évaluation. Donc, il y en a deux. Il y a deux outils. Il y a d'abord l'outil devoir, donc qui est symbolisé avec cette petite mallette bleue et une flèche blanche. Donc, quand vous aurez un travail à déposer, vous cliquerez sur le lien à côté de cette icône et vous aurez ensuite un bouton Ajouter un travail qui vous permettra de déposer un fichier. Alors, deux conseils concernant la remise de devoirs. La première, c'est que les heures de fin, les dates limites et les heures limites, c'est toujours heure de Paris. Donc, si certains d'entre vous habitent à l'étranger et qu'il y a un décalage horaire, prenez bien ce décalage horaire en compte puisque ce sera 23 heures, heure de Paris, que l'heure limite arrivera et non pas 23 heures chez vous avec le décalage horaire. Donc ça, on sait que ça arrive où parfois les étudiants se font avoir. Alors, si jamais l'enseignant est d'accord, on peut vous donner une petite rallonge pour que vous déposiez votre travail. Mais voilà, si vous habitez à l'étranger avec un décalage horaire, pensez-y. Tous les horaires qui seront affichés sur eCampus sont des horaires heure de Paris. Et la deuxième chose, c'est que certains enseignants peuvent exiger un format de fichier pour que vous rendiez votre devoir. Donc, ça peut être PDF, ça peut être Word, ça peut être autre chose. Donc, faites bien attention à rendre Alors, en général, ils vous préviennent dans les consignes et c'est bien noté. Mais si jamais, faites bien attention de rendre votre travail dans le bon format, sinon la plateforme ne l'acceptera pas. Il suffit que vous soyez un petit peu en retard et que vous le rendiez 5 minutes avant la fin de l'heure limite. Ça peut vous faire paniquer et ça peut vous faire stresser parce que vous allez peut-être pas réussir à le rendre comme vous voulez. Donc voilà, faites attention à ces petits détails qui vous seront donnés dans les consignes. Après l'outil devoir, vous avez l'outil test. Alors l'outil test, souvent, c'est pas des évaluations où vous allez déposer quelque chose. Ce sera souvent des évaluations sous forme plutôt autocorrective. Donc, vous allez répondre à des QCM, des textes à trous, etc. La différence avec le devoir, c'est que le test, souvent, vous avez un temps pour le faire. C'est qu'il va être ouvert sur plusieurs jours, comme sur l'exemple du 18 septembre au 22 octobre. Mais une fois que vous aurez commencé le test, vous n'avez que 2 heures. Donc ça, faites bien attention quand vous allez démarrer un test à bien avoir le temps imparti devant vous, à ne pas être trop pressé, etc. pour pouvoir le terminer dans des bonnes conditions. Et voilà. Mais bon, de toute façon, sachez que quand vous commencez un test qui a un temps disponible imparti, vous avez un compte à rebours qui s'affiche pour vous permettre de savoir où vous en êtes. Ensuite, pour vous aider dans votre année, donc bon, là, mes captures d'écran concernent le Master 1, mais c'est exactement la même chose pour le Master 2. Vous avez accès à un espace qui s'appelle EAP, espace administratif et pédagogique. C'est un peu comme votre secrétariat en ligne. C'est un espace auquel vous aurez tous accès. Donc, les M1 ont un espace et les M2 en ont un autre. Et c'est un espace qui est géré par la responsable pédagogique et la secrétaire pédagogique et qui vous permet de les contacter directement. Donc ça, ce sera peut-être plus les questions liées à vos cours, liées à votre inscription, etc. Donc les EAP
sont faits voilà, sous ce format. Vous avez une première section responsable pédagogique avec le contact de Madame Lefebvre et en dessous, elle peut vous envoyer aussi des annonces et des informations liées au semestre, liées à l'année, etc. Et vous avez une deuxième section qui est réservée au secrétariat pédagogique où pareil, vous retrouverez le contact mail et ensuite, pareil, le secrétariat peut vous faire des annonces, notamment, je ne sais pas, s'il y a des dépôts de mémoire pour vous rappeler qu'il faut, voilà. Et vous aurez aussi des forums pour poser des questions au secrétariat. Et le dernier, voilà, bon ça c'est un exemple d'un espace de cours tel qu'il peut être présenté, mais les espaces de cours peuvent être très différents d'un enseignant à l'autre. Et il y a un dernier espace dont je voulais vous parler et dont j'ai oublié de faire la capture d'écran, c'est un espace qui s'appelle la cafétéria. Donc ça, c'est un espace qu'on a créé uniquement pour les étudiants ENEAD, avec des forums à l'intérieur. Et donc quand vous rentrez dans l'espace, vous sélectionnez la filière dans laquelle vous êtes inscrit, donc là, sciences du langage, et ensuite vous aurez accès au forum de sciences du langage, de la L1 au M2 et ça vous permet d'échanger entre vous, notamment ceux qui sont en Master 1, s'ils ont des questions à poser à ceux qui seraient en Master 2 pour se renseigner pour l'année prochaine, sur les différents cours, etc. Voilà, c'est possible. Et les M1, peut-être que des L3 vous poseront des questions, etc. et vous pourrez leur répondre. Et donc, il y a des forums voilà, qui sont faits par section. Par formation, pardon, et vous avez aussi un forum général où là, tous les étudiants d'ENEAD, quelle que soit la formation, sont réunis et où vous pouvez vous échanger des bons plans, je ne sais pas, même si vous voulez vous rencontrer, si vous voulez vous faire un resto, etc. Voilà, on vous donne cette possibilité de communiquer. On sait qu'il y a des groupes Facebook, on sait qu'il y a des groupes WhatsApp et il n'y a aucun souci avec ça, vous vous organisez, il n'y a pas de problème. Mais voilà, pour les personnes qui n'auraient pas les réseaux sociaux ou qui n'auraient pas WhatsApp, etc., on propose ça sur eCampus. Et c'est un espace qui est vraiment réservé aux étudiants. Il n'y a pas d'enseignants qui ont accès. Il y a juste moi, mais parce que je suis la modératrice et que qui dit forum dit modérateur. Et du coup, voilà, il faut juste que je vérifie que tout ce qui se dit est correct. Mais honnêtement, depuis 7 ans que je suis là, j'ai jamais eu aucun message à supprimer. J'ai jamais vu des gens qui se disaient des méchantes choses. Donc voilà, c'est fini pour eCampus. Et voilà, si vous avez une question, n'hésitez pas, ecampus@sorbonnenouvelle-fr. Et donc, je vais juste regarder dans le chat s'il y avait justement, il y a une question sur le groupe Facebook. Alors nous, non, nous, on ne met pas en place les groupes Facebook. En fait, il y a un Facebook institutionnel et c'est la communication qui a la main dessus, c'est pas nous. Mais du coup, comme on ne peut pas mettre en place des groupes Facebook, on a mis en place cet espace cafétéria auquel vous êtes inscrit automatiquement. Et je vois que votre question en fait était destinée aux étudiants. Allez-y, hein. Beaucoup de formations le font. Par rapport au planning des oraux, seront-ils synchroniques? Alors, je suis pas sûre de comprendre la question. Donc, Sandra, si vous voulez allumer votre micro pour la reposer. Oui, madame, perfecto, pardon. Oui, je vous écoute. J'ai entendu qu'on pourrait choisir les cours pour les examens oraux. C'est bien ça? Non, alors c'est pas tout à fait ça. C'est que il se peut qu'il y ait des enseignants qui organisent des oraux dans leurs cours. Et dans ces cas-là, ils vont mettre en place un planning des oraux dans leur espace de cours. Et là, voilà, vous pourrez cliquer pour sélectionner le créneau horaire qui vous convient. Est-ce que c'est plus clair pour vous? Ah non, pas toujours. Désolée. Pourriez-vous m'expliquer encore une fois? Alors, après, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'enseignants qui le font, mais parfois, vous pouvez avoir, alors, c'est pas forcément un examen, mais peut-être, un examen oral. Et dans ces cas-là, il faut créer un calendrier dans le cours pour savoir qui passe quand. Et c'est dans ces cas-là que les enseignants mettent en place ce planning dans lequel vous pouvez vous inscrire à l'oral. Est-ce que c'est plus clair dit comme ça? D'accord. Ok. Je vous remercie, madame. Il n'y a pas de quoi. Alors, en tant que nouvelle inscrite en master à Sorbonne Nouvelle, est-ce qu'il y a besoin de faire le test de langue?
Alors, c'est une bonne question. Je sais que souvent, c'est pour les primo-arrivants, ouais. Oui, c'est ça. Normalement, le test C1 est obligatoire pour l'inscription pour ceux qui viennent d'autres horizons que la France. Après, vous pouvez le faire, mais sachez que c'est un test qui est aussi à titre indicatif. Enfin, si vous avez déjà attesté d'un niveau en langue par ailleurs avec un autre test, je sais pas, moi, si vous êtes en anglais, vous avez passé le TOEFL, etc., et que vous avez un test, je crois que le test sur eCampus, c'est pas. Enfin, je sais pas, je dis peut-être une bêtise. Nous, c'est en français qu'on demande un test de langue, mais ça, c'est pour Ah, l'inscription. d'accord. Vous êtes là, normalement, c'est OK. Ok, d'accord. Ouais. Et comment on utilise l'adresse mail institutionnelle? Car j'utilise toujours mon adresse mail perso pour contacter le secrétariat. Alors, est-ce que vous avez activé votre compte Sorbonne Nouvelle? Est-ce que vous avez bien reçu votre carte d'étudiante et Oui, j'ai activé mon compte et j'ai reçu la carte d'étudiant et tout. Et dans ces cas-là, il faut que vous vous connectiez à eSorbonne. eSorbonne. Attendez, je vais l'écrire là, ce sera plus simple. Vous voyez toujours mon PowerPoint? Ouais. esorbonne.univ-paris3.fr. Et en fait, quand vous allez arriver sur cette adresse, attendez, je vais me connecter moi sur le mien. Voilà, vous allez arriver sur eSorbonne et ici, vous aurez ma messagerie. Et là, vous cliquez sur ma messagerie, ça vous ouvrira votre adresse mail institutionnelle. Merci beaucoup. Oui. Alors, sur les questions, il n'y aura pas d'examen de fin de semestre. Ils seront organisés en fonction des enseignants. Alors ça, je pense que c'est la responsable pédagogique qui pourra vous répondre. Je vais en parler, oui. Et par rapport à l'attestation de langue C1, quel serait le délai? Je pense que c'est aussi Madame Lefebvre qui pourra vous répondre. Et je vois Olga qui a levé la main. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour madame. Je voulais vous poser une question, j'en ai deux en fait. J'ai déjà suivi un M2 en DDL via l'ENEAD, donc j'ai déjà accès à eCampus et à la plateforme, donc je voulais savoir s'il faut que je réactualise quelque chose. Non. 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 C'était quand? L'année dernière. Oui, non, vous avez rien à... oui, c'est vrai que j'ai pas précisé, mais les personnes qui doivent activer leur compte, c'est les personnes qui sont primo-arrivantes. Les personnes qui étaient déjà là l'année dernière, vous n'avez rien à réactiver, vos accès à eCampus restent les mêmes. Ok, super. Donc, du coup, à partir du moment où enfin, tout va bien au niveau de l'inscription administrative et pédagogique, normalement, je vais recevoir mes cours et c'est ça. Une fois que si vous avez fait le paiement de vos frais d'inscription pédagogique et qu'il a été validé, vous aurez accès à vos cours. Il y a quand même un délai de synchronisation entre le moment où le paiement est validé par le secrétariat et où votre inscription dans les cours se fait. Mais normalement, dans les 48 heures, oui, une fois votre paiement validé, vous avez accès aux cours. Super. Bon, j'irai vérifier ça parce que normalement, je l'ai fait en juillet, donc je vais vérifier si je suis... Après, là, les cours ouvrent le 20. Pour l'instant, vous avez accès à rien, c'est normal. Parfait. Bon, justement, la deuxième question, puisque pour mon autre master, il fallait que je choisisse les unités parmi plusieurs unités qu'il y avait. Donc, je voulais savoir si pour ce master-là, c'est la même chose. Est-ce qu'il y a, je dois choisir certaines unités ou il y a pas de choix? Alors là, pour le coup, les inscriptions, c'est pas du tout mon domaine, donc je peux pas. Je peux pas vous répondre, mais je pense que oui, Madame Lefebvre vous en parlera après. Super, c'était tout pour répondre aux questions. Donc, je laisse Madame Lefebvre répondre. Et du coup, je pense que pour moi, c'est bon. Très bien, merci beaucoup. Donc, je prends le relais. Alors, je vous ai aussi préparé un petit PowerPoint. J'espère que je vais arriver. Alors, attendez, c'est là, je crois, présenter. Non, c'est pas ça. Voir votre écran.
Il faut ouvrir peut-être la présentation, non? Déjà. Faut Bah, l'ouvrir faut, dans- oui, ouais. Il faut que je l'ouvre, en fait, je pense. oui. Et après, vous pouvez partager une fenêtre, je On va crois. mettre ça. Alors, je vais voir votre écran. Écran entier. Non, pourquoi ça ne marche pas? Allez, je recommence. Je l'ouvre. Hein. Alors, ok. Autoriser. Je ne vois pas ce que j'ai mis sur mon... Parce qu'il s'est peut-être trompé. Attendez, je recommence. Oui, c'était pas le bon onglet. C'était pas le bon. Alors, l'intégralité, une fenêtre ou l'intégralité de votre écran? Il faut que je dise présenter. L'intégralité de l'écran, je pense que c'est plus simple. C'est comme ça, si c'est sur un autre onglet, vous avez juste à changer l'onglet. Ou... Voilà, ça y est, je l'ai. Est-ce que tout le monde le voit? Ouais, c'est bon. C'est bon. Ouais. C'est bon? Oui. Bien. Alors, donc, cette formation Sciences du langage ENEAD est assez récente puisqu'elle a ouvert en 2019, en septembre 2019, donc elle est toute jeune, vous voyez. On a ouvert l'année dernière, en 2020, donc le M2. Donc en 2019, le M1 et en 2020, en septembre 2020, le M2. Donc, en vue générale, donc, ce qui est important de voir, c'est qu'en M1, il n'y a pas de spécialisation encore. Vous pourrez vous pourrez déjà, évidemment, vous orienter vers ce qui vous intéresse avec le choix du directeur pour le mini-mémoire ou pour le stage. Mais sinon, c'est une année de tronc commun. Et la spécialisation se fera en M2, avec 3 parcours. Cela dit, il y a des contraintes également dans cette spécialisation. Je vais en reparler lorsque je présenterai la maquette de M2. Alors, nous avons donc 3 parcours que je vous présenterai. Le parcours type en phonétique et phonologie, lui, n'a pas pu ouvrir cette année non plus parce qu'on avait trop peu de candidats. Donc, c'est une formation qui existe aussi en présentiel. Hein. Alors, ce master est à finalité professionnelle ou de recherche. Hein, ça signifie que plutôt que de faire des mémoires, eh bien, vous pouvez faire des stages. Il y a une possibilité pour faire des stages également avec, du coup, un rapport de stage. C'est un master qui est adossé à plusieurs équipes de recherche. L'équipe d'accueil Clestia, l'UMR HTL, Histoire des théories linguistiques, l'UMR Lacito, Langue et civilisation à tradition orale, l'UMR Lattice et l'UMR LPP, Laboratoire de phonétique et de phonologie. Donc, on se trouve à la croisée de 3 disciplines d'enseignement, la linguistique française, la linguistique générale et la typologie des langues. Et de 2 départements, l'ILPGA et LLFL, c'est-à-dire qu'il y a des enseignants qui viennent de ces 2 départements. Cela dit, ici, vous voyez, c'est différent, hein, puisque c'est l'ENEAD qui chapeaute l'ensemble. Alors, en ce qui concerne le M1, donc on a, qu'est-ce qu'on a comme type de cours? On a des cours de connaissances théoriques, avec des cours de synthèse qui couvrent les principaux domaines des sciences du langage, des cours en compétences méthodologiques,
des enseignements qui donnent la maîtrise d'outils techniques et génériques, l'anglais, plus éventuellement une autre langue, l'informatique, appliquée à la recherche linguistique, et enfin des cours de linguistique approfondie sur une langue donnée, avec des parcours disciplinaires que l'on a dans les séminaires. Alors, en ce qui concerne la maquette, donc, on a donc ces cours outils, les cours de synthèse, les séminaires. Donc, on voit tout de suite, ça c'est pour le S1 et pour le SD, la même chose. La différence, c'est qu'il y a un mini-mémoire ou un stage. Donc, le mini-mémoire ou le stage font 6 ECTS, alors que chaque cours fait à peu près 3 ECTS. Donc, c'est le seul cas de figure où l'on a 6 ECTS. Cette maquette donc, montre également qu'il y a beaucoup de cours. Hein. Vous voyez, en tout, on peut dénombrer 19 types de cours, donc c'est très chargé. Il faut donc se mettre au travail dès que possible, parce que sinon, on a des étudiants qui ne se rendent pas compte de la charge de travail et qui s'essoufflent rapidement lorsque tout leur tombe dessus au dernier moment. En ce qui concerne le M2, donc c'est à ce moment-là que vous pourrez définir les parcours avec votre orientation. On vous en offre 3, linguistique et diversité des langues, linguistique, texte, discours et corpus, et troisièmement, sociolinguistique et approche sociale du langage. Donc, c'est une spécialisation en M2. Comment s'établit cette spécialisation? Elle s'établit par le choix du directeur de mémoire, c'est-à-dire que le directeur de mémoire que vous allez choisir, il faut savoir qu'il est ancré dans tel ou tel parcours. Donc, selon que vous contactiez telle ou telle personne, eh bien, il faut évidemment faire attention que ce soit dans le parcours que vous ciblez et également des enseignements qui ont lieu dans le parcours. Mais c'est une grosse différence avec le master en présentiel, c'est que notre offre de cours est à flux tendu. Ça signifie que vous n'allez pas pouvoir faire en M2 vous n'allez pas pouvoir avoir en M2 que des cours dans un de ces 3 parcours. Donc, vous aurez tout le temps des cours et des séminaires, en fait, dans les 3 parcours, pas seulement dans un seul parcours. Donc, j'insiste, hein, parce que j'ai régulièrement des messages à ce propos. Donc, les cours seront répartis dans ces 3 parcours, mais le mémoire, qui est quand même ce qui est le plus important d'un point de vue de CTS, eh bien, lui se fera bien dans un parcours en particulier. Alors, pour les différents parcours, donc en linguistique et diversité des langues, vous voyez, comme c'est écrit, que ce parcours permet aux étudiants de se former à la description des langues, à l'analyse et à la modélisation des phénomènes morphologiques et syntaxiques, tout en tenant compte de la variation linguistique en termes diachroniques, dialectaux et typologiques. Donc, vous avez aussi des enseignants qui peuvent vous encadrer en linguistique diachronique, par exemple. Hein. Ça, c'est tout à fait possible, que ce soit en des études médiévales ou bien 16e siècle, 17e siècle, jusqu'à de nos jours. Linguistique, texte, discours, corpus. Ici, cela concerne la plupart du temps le français, pas seulement, mais beaucoup le français. Donc, ce sont des cours de type discursif ou à l'interface avec une autre matière, par exemple discours et syntaxe. Hein, comment reconnaître tel fait syntaxique dans tel type de texte, ou bien des mécanismes proprement textuels comme l'anaphore, par exemple. Le parcours 3, sociolinguistique et approche sociale du langage, donc il s'adresse ce parcours s'adresse aux étudiants qui sont intéressés, comme c'est écrit, par les liens entre les faits sociaux et les pratiques langagières. Il permet en particulier de se former à l'analyse des situations multilingues et aux questions de politique linguistique, de variation, de standardisation, de transmission des langues,
Donc, on a vous savez, beaucoup de choix, mais c'est important également de bien choisir son directeur. Donc, dans la brochure que vous avez sur le site, il y a un grand nombre d'enseignants qui sont indiqués. Ces enseignants participent à cette formation à distance, mais vous pouvez aussi contacter un enseignant qui est seulement en présentiel pour diriger votre mémoire. Ce n'est pas impossible. Ce qui fait qu'on a une large palette. Alors, pour le type de cours en M2, donc ils sont beaucoup plus réduits que ce que l'on a vu, hein, parce que le mémoire ou le stage, vous voyez, fait 30 ECTS, c'est-à-dire la somme à peu près de cours concernant un semestre. Hein. Donc, mémoire au stage, 30 ECTS et les autres cours, 30 ECTS aussi. Donc, c'est partagé de façon équitable. Bien, donc, d'autre part, alors, on avait des questions sur les cours, comment cela peut se passer. Effectivement, c'est asynchrone. Donc, ça veut dire que vous aurez les cours sur le site et vous pourrez les consulter à votre aise. Donc, ça, c'est très important. Vous pourrez poser des questions à vos enseignants. Alors, il y a des enseignants qui demandent une régularité de votre part dans l'aperçu de ces cours. C'est-à-dire, par exemple, ils vont pouvoir vous demander de lire le chapitre 1 pour telle date. Bon, normalement, ce n'est pas un calendrier trop serré, donc il faut essayer de respecter ce calendrier. Ou bien, il va y avoir des devoirs, deux devoirs, c'est ce qui est prévu dans la modalité des connaissances, de contrôle de connaissances, normalement, 2 devoirs au cours du semestre. Donc, par exemple, ça peut être effectuer un plan pour telle date et ensuite, à partir de ce plan, effectuer un dossier. Voilà. Donc, dans ce cas-là, vous voyez que ça va permettre finalement de confectionner un devoir qui sera le plus proche de ce que souhaite l'enseignant. Alors, j'attire aussi votre attention sur le fait que généralement, il n'y a pas de rattrapage. Donc, attention, c'est très important. Ça veut dire qu'il faut bien vous appliquer tout de suite pour la confection du devoir. Si par hasard, vous n'avez pas la note que vous espérez avoir, vous pouvez écrire à votre enseignant, mais il n'est pas sûr qu'il accepte. Donc, vous pouvez lui écrire pour savoir si vous pouvez modifier quelque chose, si vous pouvez refaire quelque chose. Donc, ça dépend vraiment ensuite des enseignants. Vous allez avoir des enseignants qui accepteront et d'autres enseignants qui n'accepteront pas. Donc, je vous conseille quand même de leur poser des questions pour être sûr que vous avez bien compris ce qu'il faut faire et dans leurs attentes, dans leurs objectifs. Bon, si vous avez des soucis, par exemple, si vous n'avez pas de réponse pour tel ou tel séminaire ou cours, écrivez-moi assez rapidement pour qu'on puisse régler le problème également en amont. Donc, ça, c'est important. Alors, donc la remise des devoirs se fait effectivement selon une date butoir, hein, mais ça a été expliqué par Laura. Donc, c'est tout à fait cela, hein, c'est-à-dire que l'enseignant va vous donner une date butoir. Et il faudra, vous, que vous respectiez cette date butoir. Pour éventuellement des oraux, bon, ça n'est pas impossible, mais généralement, il n'y a pas d'oraux, puisqu'on essaie de faire en sorte que ce soit le plus facile pour vous. Et comme la plupart, vous êtes à distance, parfois, même avec des décalages horaires, bon, on ne choisit pas généralement ce type d'évaluation, mais ça n'est pas impossible, hein. C'est assez diversifié comme vous pourrez le voir. Dans le type aussi de cours dont vous pourrez disposer, certains enseignants vont vous proposer de façon plutôt classique une brochure et vous aurez cette brochure, vous pourrez la lire et poser des questions à l'enseignant
si quelque chose vous arrête dans la lecture de cette brochure, mais d'autres feront plutôt des présentations orales avec une conférence, par exemple, et donc ce sera un tout autre type de présentation concernant le cours. Donc, vous pouvez avoir des façons différentes d'aborder un cours. Bien. Alors, également, dans le choix des cours, on ne va pas, comme je vous ai dit, ce sont des… On est à flux tendu, ça veut dire que, en fait, lorsque je marque cours outils, cours de synthèse, séminaire 7, vous n'allez pas avoir 7 séminaires à choisir parmi une cinquantaine de séminaires. Ce n'est pas ça du tout. Il va y avoir juste 7 séminaires que vous allez pouvoir prendre et que je vais noter pour Jacqueline Laurence pour que ce soit bien clair. Hein. Il n'y aura pas de… Vous n'allez pas pouvoir choisir à proprement parler les séminaires. Voilà. En présentiel, c'est possible parce que nous avons beaucoup de cours, mais à distance, ce n'est pas le cas. Et donc, il y a juste le nombre de séminaires requis. Donc, si vous voulez, dans votre inscription pédagogique, normalement, il n'y a qu'un seul choix pour l'inscription pédagogique. Voilà. Vous ne pouvez pas choisir parmi plusieurs cours. Donc ça, c'est très important puisque je vois que chaque année, enfin les 2 précédentes années, il y avait des malentendus par rapport à ce point précisément. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer à notre secrétaire pédagogique, Jacqueline Laurence, que vous avez entendu, la liste de ce que vous devez prendre finalement. Il n'y a pas autre chose à prendre. Voilà. Donc, ensuite, rapidement, hein, les secteurs, bon, ce à quoi ça peut mener. Alors, vous avez toutes sortes de métiers, vous voyez, il y a métier de l'enseignement et de la recherche, bien sûr. Alors, pour la recherche, il faut absolument faire un mémoire de recherche, hein, pas un stage. En revanche, pour le deuxième point, linguiste, reconnaissance vocale, par exemple, vous pouvez faire des stages aussi, c'est apprécié. On a quelques étudiants, pas tellement, donc vous pourriez vous saisir davantage de stages parce que je pense que c'est important pour vous pour trouver un métier par la suite. Bon, puis ensuite, je vous laisse lire. On a un partenariat aussi avec l'université de Sherbrooke, mais ça n'est pas à distance. Donc, ce serait juste pour ceux qui pourraient se trouver en présentiel. Alors, comment postuler? Bon, ça, vous savez déjà puisque vous êtes ici. Et les conditions d'admission aussi. Donc, je passe directement à la dernière page. On vous a déjà donné aussi ces informations. Donc, je vous invite à regarder la brochure du master et à bien la parcourir. Elle est assez complète, je crois. Et si vous n'avez pas les informations, vous pouvez bien sûr m'écrire. Mais beaucoup de choses sont écrites déjà dans la brochure du master. Vous avez tous les cours qui sont répertoriés avec un résumé des cours. Vous avez également la liste des enseignants, chercheurs selon leur domaine de spécialité. Donc, regardez ce qu'ils vous proposent. Et ensuite, il faut les contacter directement, eux. Voilà. Donc, ce n'est pas la peine de passer par moi dans ce cas-là. Vous passez directement par l'adresse électronique de l'enseignant en question. Voilà. Alors, à présent, je vais arrêter la présentation et je vais voir si vous avez des questions. Y a-t-il l'obligation d'étudier une langue étrangère? Eh bien, il y a dans les cours outils, il y a l'anglais. Donc, l'anglais est une… Bon, ça va, je ne vais pas vous dire quelque chose qui va vous étonner, est une langue importante parce qu'on a pas mal d'articles scientifiques qui sont écrits en anglais. Donc, il y a un cours outil, notamment en anglais. Il y a même un cours qui se fait en anglais, le cours de Sébastien Feden, qui sera, lui, entièrement en anglais. Alors, est-ce qu'il y a d'autres? Je regarde. Pour les étudiants en Master 1 à distance, on pourrait postuler en Master 2 en présentiel. Oui, mais là,
les inscriptions, normalement, les évaluations sont terminées. Sinon, cela n'aurait pas été impossible. Ensuite, concernant les stages, je travaille déjà dans le domaine de la politique linguistique. Il est possible de faire le stage directement sur mon lieu de travail ou de valider cette UE avec une attestation de poste. Quelle UE? Non. Pour le stage, il n'y a pas de validation d'équivalence. Donc, il faut faire le stage. Oui, ça peut être sur votre lieu de travail, je pense. Mais ensuite, il y a un rapport de stage. Hein. Donc, ça, c'est très important avec une soutenance. Une soutenance qui est faite notamment en M2. Donc, en M1, il y a un rapport de stage qui va être évalué. En M2, il y a également un rapport de stage et en plus une soutenance. Alors, le parcours 4 à distance, non, il n'est pas ouvert. Non, le parcours 4 à distance que vous mentionnez, linguistique, acquisition et pathologie du langage, n'est pas ouvert. Donc, si vous êtes inscrite en M2 à distance dans ce parcours, c'est une erreur. Il faudra que, j'espère que, je ne sais pas si c'est Jacqueline qui est responsable de ça ou Laura, mais non, ça n'est pas possible. Ce sera au niveau de l'IA, en fait, qu'il faudra changer. Oui, il faut changer le lien. Les séminaires sont à suivre à distance. Eh bien, il n'y aura pas de cours, comme on vous l'a déjà dit, hein, il n'y aura pas de cours tel après-midi, à telle heure, hein, mais tout se fait à distance, en fait. Voilà, donc les cours seront mis sur le site et vous les consulterez au moment qui vous conviendra. Comment saisir le directeur de mémoire? Eh bien, il faut lui écrire, voilà, en le nommant correctement, comme si vous faisiez une lettre officielle, et vous lui esquissez votre objectif, et vous voyez ce qu'il vous répond. Donc, vous pouvez lui présenter un projet, et lui-même peut infléchir votre projet, parce que si vous présentez un projet extrêmement précis et s'il faut, selon vous, que ce soit pile ce projet-là, ce ne sera pas forcément dans les compétences de l'enseignant. Donc, vous risquez de ne pas trouver quelqu'un. Donc, il faut aussi qu'il puisse, lui, vous guider. Le contenu du mémoire, quel est le volume demandé? Donc, ça... Disons, pour le M1, ce sera une 50aine de pages et pour le M2, une 100aine de pages. Dispense de cours pour certains cours outils. Alors, je reçois effectivement des demandes de dispense de cours. Il faut argumenter, il faut que vous nous présentiez des diplômes, il faut argumenter votre demande, sinon elle ne pourra pas être honorée. Non, c'est dès le M1 que vous devez choisir un directeur de recherche pour le mini-mémoire, déjà. Et bien sûr, pour le M2 aussi. Ça peut ne pas être le même, d'ailleurs. Y aura-t-il des périodes d'examen sur une semaine, par exemple? Alors, ça n'est pas comme en licence. Comme j'ai déjà dit, il n'y a pas de rattrapage, ou il y en a peu. Il y a peu de rattrapage. Donc, si rattrapage il y a, oui, ce sera comme un peu ce que vous avez connu en licence, mais sinon, pour les séminaires notamment, ce ne sera pas le cas. Généralement, c'est le cas pour les cours de synthèse, les rattrapages. On ne peut pas être dispensé du stage. Voilà. Il faut faire le stage avec un rapport de stage. Ensuite, doit-on notifier le secrétariat de notre choix entre un mémoire ou un stage? Oui, tout à fait. Ça fait partie de votre inscription pédagogique. Un mémoire sous forme d'article scientifique serait-il recevable? Ça, c'est à voir avec votre encadrant. Hein. Normalement, non. Il faut que ce soit... je ne sais pas très bien ce que signifie cette question. Non, généralement, il faut que ce soit quelque chose de nouveau, de toute façon, hein, qui va être fait en accord avec le professeur qui va vous encadrer. Vous ne pouvez pas juste envoyer ce que vous estimez être un article scientifique. Ça ne marchera pas.
Peut-on valider une UE de langue d'un autre établissement pour le master? Bien, là, vous demanderez dans ce cas-là une demande d'équivalence. Mais il faudra présenter votre diplôme, l'année, de quelle année, les notes, ça va dépendre de tout ça. Le stage est de quelle durée? Donc, ça dépend entre le M1, c'est 35 heures minimum, et 2 fois 35 heures, donc 70 heures. Et en M2, c'est 170 heures. Voilà. Y aura-t-il une autre langue que l'anglais? Oui, il y a des enseignants qui étudient d'autres langues, donc ils vont pouvoir vous parler d'autres langues, oui. Tout à fait. Non, le stage n'est pas obligatoire en M1. C'est pour ceux qui choisissent de faire un stage. C'est soit un stage, soit un mini-mémoire. Non, pour l'INALCO, non. Ça concerne le master en présentiel, pas à distance. Donc là aussi, je ne sais pas pourquoi vous avez reçu ce mail disant qu'il était possible de s'inscrire à des cours à l'INALCO. Je ne sais pas d'où vient ce message, mais à mon avis, c'est une erreur, parce que ce n'est pas le cas. Alors, de faire le stage en été, eh bien, dans ce cas-là, vous validerez votre rapport de stage en septembre. Peut-on attendre d'avoir commencé ce cours avant de contacter le directeur de mémoire en ce qui concerne le cours outils sur le mémoire? Oui. Moi, je vous suggère de ne pas trop attendre, en fait. Faut-il contacter un directeur de stage? Également. Alors, y a-t-il? Non, on n'a pas de lieu de stage, vu qu'on a des gens qui viennent un peu vraiment de partout, hein. Des États-Unis, de France, bien sûr, mais aussi d'autres horizons. On ne va pas vous envoyer aux États-Unis pour faire votre stage. Donc, non, on n'en a pas. Alors, pour les M1, y a-t-il une liste? Donc, ça, j'ai déjà répondu. Peut-être un enseignant de l'INALCO. Alors, je ne pense pas que pour la distance, ce soit possible. Non. Parce qu'il n'y a pas d'accord avec l'INALCO. La fiche pour l'inscription pédagogique n'est pas encore disponible. Ça, c'est une question pour Jacqueline Laurence, hein. Je pense qu'elle vous a dit qu'il y avait eu un petit décalage, mais que ça allait être opérationnel. Voilà, donc j'attends la validation en fait de la fiche pour pouvoir la donner, pour la mettre en ligne. D'accord. Donc, voilà, oui. Et pour la fiche, vous attendez une validation de la part de votre part par rapport au séminaire, pour être sûr que ça soit bon. Eh ben, j'attendais juste ça et après je la mettrai en ligne. Audrey la mettre en ligne. Je vais marquer noir sur blanc les cours qui sont. S'il n'y a pas de changement. Et puis ensuite, vous la leur donnez. Très bien. Ouais. Donc, ensuite, quand peut-on contacter le directeur de recherche? Aujourd'hui, si vous voulez. Vous verrez ensuite s'il vous répond, mais dès aujourd'hui, vous pouvez. On a une liste de types de structures pouvant nous accueillir ou une liste du type de structure. Là, je n'ai pas compris la question. J'ai aussi reçu le mail disant qu'il n'était possible de… Non, ça n'est pas possible. Ça, c'est pour le présentiel. Donc, ça, c'est une erreur. On n'a pas besoin de le faire. Je ne sais pas ce que ça concerne. Bien. Donc, je ne sais pas les personnes qui ont… Alors, les directeurs de mémoire sur la brochure sont-ils les mêmes que les directeurs de stage? Pas du tout. Non, les directeurs de stage, c'est autre chose, hein. C'est dans le monde professionnel, donc ça n'est pas à l'université. Eh bien, si vous avez fait quelque chose avec l'INALCO, ça n'est pas bon. Oui, c'est possible de faire le stage dans le pays concerné. Du master SDL en présentiel. Oui, d'accord.
ce qui pourrait être un stage concernant évidemment les sciences du langage, d'accord, hein, que ce soit clair, ce n'est pas le soin, par exemple, dans un hôpital. Il faut que vous nous envoyiez un message à moi pour les stages et je verrai si c'est possible ou pas. Donc, il faut donc, pour les stages, se mettre d'accord, en fait. Hein. C'est pas je fais un stage et puis il arrive le mois de juin et je vais valider mon stage. Pas du tout. Hein. Il faut déjà que vous vous mettiez d'accord avec moi, d'accord, pour savoir si, et Caroline Masson, hein, puisque c'est elle qui chapeautera l'ensemble des stages pour le M1. Et donc, il faudra voir si votre... je vous envoie son mail. Ça, c'est pour les stages. Et il faut toujours me mettre en copie, comme ça, pour que je sois bien au courant. Pas de souci. Voilà. Donc, elle s'occupera des stages pour le M1. Donc, il faut qu'elle accepte, en fait. Il faut que ça lui paraisse un projet qui tienne la route. Voilà. Donc, je crois que j'ai répondu. Ah, il y a une question pour vous, Jacqueline. Une fois que vous réactivez l'option pour la fiche pédagogique, c'est à ce moment que l'on pourra payer. Oui? Oui, c'est bien ça. Donc, vous recevrez le lien. Une fois que je recevrai votre fiche et que je vais traiter votre dossier, vous recevrez le lien de paiement. D'accord. Alors, est-il possible d'assister à des cours en présentiel si nous sommes de passage sur Paris? Donc ça se fait avec l'accord du professeur en question. Parfois, effectivement, les professeurs donnent des cours en présentiel et à distance. Donc, ça n'est pas généralement, sauf si la classe est bondée, hein, on a peut-être aussi des restrictions sanitaires de ce point de vue-là, ça, c'est pas impossible. Mais sinon, ça pourrait se faire. En auditeur ou en auditrice libre. Bon, ça, c'est encore une question qui n'est pas pour moi. Sur les paiements, oui. Donc, vous transférez à l'adresse EAD-SDL-master la preuve de paiement. Donc, à ce moment-là, ça me permettra de déclencher votre paiement pour l'accès au cours. Émilie de Stéphano, oui. Oui, bonjour. Je voulais vous poser une question par rapport au choix du mémoire et du professeur pour le mémoire en M1. Savoir si… Alors, il me semble que sur la maquette du master, on a des spécialités. Donc, on choisit une spécialité, par exemple, socio-linguistique, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure. Est-ce qu'entre la première et la deuxième année, il peut y avoir des changements? Comment est-ce que ça se passe si, par exemple, je m'oriente plus en socio-linguistique et que finalement, ce serait, je dis au hasard, diversité des langues qui m'intéresserait plus? Est-ce que c'est quelque chose à construire sur les 2 ans ou est-ce que les 2 années, il y a des passerelles qui peuvent se faire entre les deux années? Oui, effectivement, il peut y avoir un changement de cap en M2. Ça, c'est possible. Entre donc le directeur de M1 pour le mini-mémoire et le directeur de M2, oui. De toute façon, en M1, c'est vu comme un tronc commun. Donc, c'est justement une année où vous pouvez vous interroger, vous demander ce que vous aimez faire. Et si vous vous rendez compte en faisant votre mini-mémoire que ça ne vous plaît pas du tout, bon, ben, vous changerez en M2, bien sûr. D'accord, je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien. Oui. Oui, excusez-moi. C'est aussi au sujet de la thèse ou bien de l'idée de recherche par rapport aux mémoires. Si par exemple on a déjà une idée mais qu'on ne trouve pas de directeur de mémoire parmi la liste de la plaquette parce qu'il se peut aussi que c'est un lien avec quelque chose qui n'est pas… parce que vous avez dit tout à l'heure que si c'était trop précis, ça pouvait aussi ne pas… Oui. Donc, est-ce que c'est déjà arrivé que des élèves n'ont pas réussi à trouver de directeur de mémoire Non, non, c'est pas arrivé.
Ok, bon, ça me Après, il faut rassure. s'adapter, il faut que chacun s'adapte un petit peu, vous voyez. Bien sûr. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Bon, de toute façon, même si vous avez d'autres questions qui vous viennent à l'esprit un peu plus tard, vous pouvez m'écrire et j'essaie de répondre. Bon, peut-être pas pile dans la journée, mais dans les 2-3 jours. Voilà. Si jamais vous voyez que je ne réponds pas, réécrivez-moi parce que parfois on reçoit tellement de messages que effectivement vous tombez tout en bas de la liste. Mais normalement, j'essaie de le faire assez rapidement. Y a-t-il une autre question? En tout cas, s'il y a un problème, il faut tout de suite en parler. Hein, ça, c'est important parce que comme on est à distance en plus, donc on ne vous voit pas de fait. Et parfois, les enseignants ne se rendent pas compte. Vous voyez, ce n'est pas évident toujours, l'enseignement à distance. Par exemple, ils ne vont pas forcément percevoir que, dans leur cours, ce point-là n'était peut-être pas très clair, ou bien que vous êtes un peu perdu pour ceci, pour cela. Donc, parlez-en, n'hésitez pas à en parler, écrivez-moi, et puis je verrai ce que je peux faire. Alors, le TAL, de toute façon, on avait effectivement un séminaire en TAL, mais comme l'enseignant a eu une promotion, nous n'en avons pas cette année, pour le moment. Et on a un poste qui ouvre, mais seulement pour juin prochain. Donc, ça devrait être l'année prochaine. Et normalement, ça devrait être possible pour la cohorte des M2, c'est-à-dire pour ceux qui sont en M1 cette année, devraient avoir cette possibilité l'année prochaine. Pas d'autres questions? Bien, donc on va peut-être arrêter là. Je ne sais pas, Laura, je vous laisse conclure peut-être. Ouais, je sais pas. À l'administration pour savoir ce que va devenir cet enregistrement, c'est ce que je voulais. Alors cet enregistrement, il va être déposé en ligne sur la page de l'ENEAD. Donc vous allez sur la page de l'ENEAD et puis vous avez un lien qui s'appelle rentrée, réunion pré-rentrée et là vous aurez un tableau. Voilà. Alors ça peut prendre quelques jours, c'est une collègue à moi qui s'en occupe de déposer les vidéos sur le site. Mais je pense que ce sera fait dans la semaine. Voilà, écoutez, on vous remercie, hein, on vous remercie de votre présence. On a vu que vous étiez assez nombreux, ça fait plaisir. On a l'impression d'avoir fait une réunion utile, donc merci beaucoup et n'hésitez pas, vraiment, j'insiste, hein, s'il y a un problème, n'hésitez pas à écrire. Bien. Au revoir et travaillez bien. Tout de suite, au travail. Au revoir. Au revoir. Au revoir.